Thank you very much. Thank you, everybody, for coming. Short notice. Apologize for being a bit late. It's been a busy couple of days now for us, but the reason that we wanted to do a media update today is there are a few things that have occurred in terms of mandating, and we're not scheduled to have a meeting next week as a Labor Day, so we thought that it would be important to share this information widely with the media and address some of the many questions that we've also been getting as well related to yesterday's announcement and some of the modeling that was released yesterday. So I'm going to basically just start with just the Ontario numbers again. Today, the numbers went up by 865. So we're seeing a steady increase. We're seeing increases more in the GTA, but Ottawa had 39. We added 24 yesterday, and we added another 12 today, I think it was. And we have a total of 77 active cases, and I'm going to talk about that. In terms of the 24 that we added yesterday, a lot of people have been asking us questions. They for the most part, I would say 2/3 were people less than 20 years of age. And the majority were close contacts with somebody who was positive, with a high risk contact. So that's what we're seeing there. I'm just going to right now give you a couple of presentations that will summarize where we are. So I'm just going to again show you our where we are now with a map. And right now we have 77 total cases in our area. Which is a far cry from a couple of weeks ago. We had virtually, I think, one or two. Again, no changes in outbreaks, no changes in admissions to hospital. We still have that one individual in the hospital, but that's it. So that's at least we don't have any significant illness with these. And again, people will ask us. Actually, it's a mistake. I just rushed it now, but as of September, as of yesterday, actually, we had 74 cases. I know that we have 77 active cases, but anyway, with the 74 that we just counted, and we had vaccination status, so we had 12 that were fully vaccinated and 62 that were not. So we're looking at 84% of our cases were in individuals that were not fully vaccinated. And so again, that's a pattern that we're seeing locally, but also provincially. In terms of our vaccinations, again, we are now close to the 84% mark of 12 plus as of yesterday, and over 77% second dose. So that, which is very good. We still have a ways to go, but we have been progressing with the vaccines, and we have been seeing again uptake everywhere. I've been saying that the younger age groups here are the ones that we need to sort of catch up with. We need to be at the 85% and above number, and that's what I want to talk about a bit later. We are seeing again some progress in particularly the 12 to 17-year-old age group. We were really much lower literally a week or two ago, so we're happy to see that, but we need to see it go higher as we enter into the school year. Again, we see a gap between females and males. Women have higher rates than their male counterparts for the same age group. Just to show, this is a slide that I usually show. This one here, again, first doses. And again, this is just showing us that we're still continuing to deliver first doses. We delivered almost 5,000 in August, and just yesterday, 245 first doses. So this is excellent because we need to continue with people coming on board. And as I said, we're at almost 84% 12 plus, which is excellent. But again, we have a ways to go. This is our second dose. And again, we're increasing the second dose, steadily. We're continuing with our vaccination process and so on. So that is something that we're going to continue to do, because again, we want, at the end of the day, we want everybody at least 85% full dose, the full 2 doses. That's what we want. Again, this is something I think I shared it the other day in terms of the numbers. I'm not going to go over that. I think we know that, again, the majority of cases are there. I spoke about breakthroughs in elderly more than others. And I think I shared that, but this is today's data from the Ontario numbers, where we had
65 today, and you can see again, most of the cases are not vaccinated, not fully vaccinated, and that proportion of fully vaccinated gets smaller, and the proportion of non-vaccinated or not fully vaccinated gets larger as we get into hospitalization and ICU. And again, this is something that we're seeing, and so the vaccination plays a role in diminishing hospitalizations and so on. We went over that. So basically, this is where we are right now. We're almost at 84%. We need 2,000 really extra other people to come up and get vaccinated to bring us to the 85% area. So that's one thing that I wanted to show you. Now I just want to show you the highlights of the modeling that was released yesterday and explain where we are, and then I'll end up talking about the vaccine mandates and so on. But I thought it would be just important to layer that on top. So at this point, what we want to do is just go over, where are we? Here we go. So this is the science table, and the science table, as you know, put out some modeling yesterday. This is something that we've been looking at. We saw a lot of this about a week or two ago, and kind of saw the projections of this. And basically, I'll go to the end right afterwards. There's a conclusion that will lead me into our conversation about the mandates. But it's very clear that we're actually, because of our low vaccination rates, and let's be blunt, we have probably among the best in the world. We have much less of a rise of cases, and this is a rate, so it's not depending on the population, depending on the rate per million inhabitants. And you could see that just for example, this is the red dotted line here. That is the United States. I mean, they're unbelievably increasing. United Kingdom went down and then went up again, and we're seeing other countries, as they increase vaccination rates, they go down. But you see our dark red line here, which is Ontario, and we're seeing a slowly creeping up, but not to the extent that we're seeing in the United States. And I think that is in large part due to two things. Number one, that we still have restrictions. We're still in step 3. We still have limits to visiting and so on, to numbers and indoor and outdoor. We still have masking, which is very good. Others do not have that. You can see as well, in terms of the number of health units that have increasing cases, and you could see we're seeing that as well in Ontario. The next slide here actually compares jurisdictions in terms of hospitalization, and then you could see again a dramatic increase in hospitalization in the United States, in the United Kingdom, and you can see sort of we're teetering there. Again, a testament to our vaccination rates, and I want to stress, and our public health measures. It's very important to know that. Again, you could see Alberta, for example, the BC, where they did not continue masking, where they opened up very quickly, and despite having certain high levels or high-ish levels of vaccination, they still ended up with a lot of overuse of their hospitals as compared to us here. So and that's here. This is where we are. So we're at a much lower level of occupancy at this point. This is the Ontario number here. So again, I think it's a testament to Ontario keeping us in step 3, keeping restrictions, and importantly, keeping maskings, and obviously the high vaccination rates that we have. One of the things that I think is very important is that the Delta variant itself is a real threat. And I think I've said that before, but we know that the Delta variant is much more transmissible. And we know that the original virus, one person can infect 2 or 3 people. That's called the R0. And the Delta, one person could infect 6 to 8 people. So you could see it's a much more transmissible. And we also have the risk of hospitalization and ICU admission is twice as much as it was. So it actually also gives more, not only is it more easily transmissible, but it also gives more severe disease. And we do know that 2 doses will prevent that as well. So that's the good news, but we do know the pattern of this virus. Again, this also speaks to vaccination rates. We know that unvaccinated people have a 6-fold higher risk of being sick from COVID, 30-fold increase higher risk of being hospitalized, and 48-fold increase of being in the ICU. So we see, as we go from the case numbers to the patients in hospital to patients in the ICU,
the number of fully vaccinated gets smaller, and proportionately, the unvaccinated make up the majority of those individuals. These are projections basically that were done in terms of number of case numbers, and they were looking at sort of worst case scenario and best case scenario, which is green. And what we're seeing here is basically if we stopped vaccinating right here and just open everything up, this is what would happen, because we have a lot of unvaccinated individuals that will get infected. And so my projection is that we're going to be more into the green, because we're going to be trying to increase our vaccination rates and continue some of the public health measures that we will continue from step 3. We're not going to open up right away, because we need to have that as an interim step until we reach that herd immunity level, which I'll allude to a bit later. The same would go for hospitalizations. Again, if we just stop vaccinating, stayed where we are, and just open everything up, you'd see the hospitalization ICU rate will go up. So it's quite important for us to do that. And then this is an important one as well. About 67% of Ontarians at this point are fully vaccinated, and that's about 5 million, 4.5 million people. Half of them are children that can't be vaccinated. The remainder are people predominantly who are not still vaccinated. And so you can see there's millions of people in Ontario that are vulnerable to the virus, a virus that causes more severe illness, and a virus that actually is more easily transmissible. So that's the reason that we are quite worried about getting enough people vaccinated, getting more people vaccinated. So then that number of people that are unvaccinated becomes smaller and smaller, and eventually it's just the children, for the most part, that are less than 12 years of age that can't be vaccinated yet. And that's what we're trying to elude. So it's important to know we still have a significant number of people that will not only get COVID, but if they do get COVID, unlike people who are vaccinated, will end up in hospital, will end up in ICU, and some of them will die. And that's something that we want to avoid. And that's why this table now concluded a few things. Number one, they concluded, like other jurisdictions, we're kind of in the 4th wave, and if we don't do, if we just stop vaccinating and don't do just remove all restrictions, obviously it's going to be high levels. Again, the vaccination really protects against severe health outcomes, including hospitalization, ICU admissions, and death. And we don't expect to have the same proportion of severely ill cases in vaccinated. So most people who get vaccinated will not end up in hospital, will not get severe disease, as you saw, and we already see it right now. And among the unvaccinated, again, we'll see a rapid increase of those individuals needing hospitalization and so on as we reopen schools and as we go, get more closed into the fall months. We also know that it can have, and that will conversely have a potential, negative impact on ICU capacity. But I think it's important here. This is the last statement that will lead me on to talking about certificates, mandates, and what we're doing to increase vaccine uptake. Again, because the Delta variant itself, and to avoid any lockdowns, we need to accelerate. We need to start vaccinating more. We need to be above 85%, well, actually closer to the 90% for all eligible 12 plus individuals. And we also need to reduce our contacts to about 70% of pre-pandemic. And that's kind of step 3, step 2, almost sort of there, where we're basically, what we're trying to do is reduce indoor, crowds, maintain physical distancing, limiting very large gatherings, being logical about it, continuing indoor mask policies, which we have kept in Ontario, and working from home as well. And then this is what I want to sort of spend the rest of the time on: implementing policies that accelerate vaccination. So, which includes certificates, mandates, and outreach, and essentially that's where we are now. So we've already started with trying to do mobile clinics, make it easier for people to walk into our clinics without an appointment, and so on. And we're seeing that it's available in pharmacies. We've stopped our mass immunization clinics. We're going into mobile
We're doing mobile clinics. We're going into malls. All the things that I've discussed before. And so those are our outreach activities. But we also thought, and the science table and others, many experts thought that it would be, and including myself, as you know my position, that we needed to have some vaccine certification, some official proof of vaccination that could be used for not all, before the mandate came out, for individuals who already need vaccines. So So even concerts are doing it already. Hockey games, baseball games, those type of things require proof of vaccination. Workplaces, that hospitals, healthcare, those type of things. So that was one of our asks, really. So, and then the other one was again to mandate the proof of a full vaccination before entry into select areas, select high risk areas, and we included restaurants, bars, gyms, concert halls, arenas, sporting events, casinos, those type of things, because that's where the high risk is. So in bars and restaurants, the risk is because you're taking your mask off to eat or to exercise, and in the bigger, larger venues because you have a lot of people. So and those are the risks. So that's how it was based. So as you've heard yesterday, and we know that those mandates, mandating this type of approach, would actually not only be a public health measure. In other words, you much reduced risk of a transmission of anything if you're all vaccinated, and as compared to mixing a lot of people up. But also it will obviously prevent lockdowns and continue with the economy. TD Bank economists have predicted this, and saying that you need to have this type of passport or whatever they want to call it before entry, because that will again preserve the businesses. Chambers of commerce are on board, businesses are on board, and so on. So that's important. So that's one public health reason. And the other one again is because this will, I think, maybe influence some people who are on the bubble, not really sure should they get vaccinated or not. This will sort of tip them to get vaccinated. And as of today, I can tell you, one of our offices, our Winchester office, had one person walk in yesterday. As of early this morning, we had 14 already. So I think we're going to start seeing an uptake on that. We saw that in BC, we saw that in Quebec. So those are a variety of reasons. So now that leaves us with really implementing it. As you know, it's going to be implemented on September 22nd. Initially, it's going to be with your downloaded PDF version or printed version of the receipt that the Ontario government gives you. And that's got to be shown with an ID because it's very easily forgeable. So it's a bit of a clumsy way of doing it, but at least we're going to have that modality. And by October 22nd, there'll be a more QR-based sort of app-based that will just very quickly scan and say if you're vaccinated or not. So that's going to happen moving forward. I also want to stress that the testing won't work. Like if you're not vaccinated, even if you have a negative test, you're not going to be allowed in. The exception temporarily between now and October 12th for weddings and funerals. That's the only time. So that's where we are. The questions that we've been getting really are twofold. Number one, there is a in the sort of list of businesses. And by the way, these are non-essential. Essential, like grocery stores, pharmacies, those type of things. Medical, that's not going to apply. But one of the things that I saw initially, and I asked the ministry, was it says, okay, sporting and recreational events except youth recreational sports. We don't know what that means. I asked them what that means. What does that mean? Because if you have a hockey game, it's just, small kids, but the coaches and everybody else are adults. So I don't know what that means. We will get guidance. We were told we're going to get guidance in the next coming week or two. So hopefully we get that guidance quicker to get clarification of that. And then the other thing too that people are asking us is that this mandate, is this order, is this regulation, which is under the Reopening Act, so it's a legal requirement. Does that apply to staff working in those establishments? And it does not at this point. So the question is, why didn't they do that? Anyway, there's a lot of pros and cons. This is a workplace issue, and so right now we're contemplating. Can we recommend it? Of course, if you ask me, should you do that at all workplaces that are public facing? I would say yes.
Would you recommend it? Do we need to give a letter of instruction, order it? We've been talking with my colleagues across the province to see what kind of approach we have, and so stay tuned for that, because we want to have some kind of approach. But clearly, it makes sense that businesses who are facing the public, those businesses that are the essential ones, should be. I would recommend it to them. I've reached out to all our chambers of commerce, and I will be meeting the leaders of our chambers of commerce just to get their input of that before we make any decisions. But again, I think that people would want to know. I think that somebody who is vaccinated themselves would want to know, their server or whoever is serving them, or the cash or whatever, is vaccinated or not. But on the other hand, we also have masking and layers of protection and protecting people anyway. So again, this is something that I don't have the answer to, but we have, and I acknowledge that we've had a lot of questions about it, and we will be clarifying that as we move forward and get a better understanding of the regulations and some of the things that we do. And after my discussion with our Chamber of Commerce and with my colleagues across the province, because we'd like to look at a sort of a approach across the board. And so we do believe that with all these in place, and the other thing too, we need to stay in step 3. We need to continue our masking, limit, don't overdo it with crowds, just until we get that herd immunity. We're going to be, I'd like to be at the 90%. 90%, we're about 10,000 away. 80%, 85%, we're about 2,000 people away. We'll be able to do it. We'll get it done. And at that point, again, we're doing it for the good and protection of those who can't be vaccinated. Let's limit the amount of people that are not vaccinated by choice, so we can then not have a risk of overburdening our healthcare system and getting explosive numbers in worst case scenarios, which I don't think we will. So if we do that, if we are persistent in our approach, make sure that we're careful with the added sort of benefit now of the mandate that's going to start, the vaccine mandates and passport system that's going to start September 22nd. I do believe that we will be able to, we'll have a fourth wave, but not very high, and there'll be and if even if a vaccinated individual gets infected, very unlikely they'll be hospitalized. And as you know, we know that most of those unvaccinated individuals who break through, those fully vaccinated individuals that break through are more the elderly, and that's wearing off on them. So we're already starting giving third doses to that population in long-term care. And I think we're going to start probably going down age groups, and stay tuned for that. Bonjour tout le monde, je vous remercie d'être ici aujourd'hui, parce qu'on a fait ça comme dernière minute, mais on était obligé de le faire parce qu'il y avait pas mal de changements et des annonces qui étaient faites, et on avait beaucoup de questions. Donc, j'aimerais ça vous donner une mise à jour au niveau de où on est rendu avec nos cas, puis où on est rendu avec nos vaccins, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment améliorer et éviter le plus possible une quatrième vague qui va surcharger nos systèmes de santé, etc. Donc, aujourd'hui, on a eu 865 cas ajoutés en Ontario. La plupart étaient à Toronto. Ottawa avait 39. Nous avons ajouté 12 aujourd'hui, 24 cas hier. Et on a actuellement à peu près 77 cas actifs dans notre région. Il faut dire que la plupart des cas qu'on a ajoutés, les 24 qu'on a ajoutés hier, étaient plutôt les personnes en bas de 30 ans. La plupart étaient en bas de 18 ans. Et la plupart étaient reliés à un contact direct avec quelqu'un qui était positif. Donc, c'est une chose à suivre. J'espère qu'à un moment donné, ça va diminuer, mais voilà la cause et le type de pourcentage qu'on voit. Je vais aussi maintenant partager mon écran pour vous donner une autre sommaire. Donc, on voit ici, on a 60... Attendez. Je vais commencer au début.
Ici, donc, on a 77 cas, mais les 74 cas qu'on a comptés jusqu'à maintenant, on a encore, vous pouvez voir, 12 sur 74 étaient complètement vaccinés, mais la plupart, 84 soit 62 cas, n'étaient pas vaccinés complètement. Donc, on voit toujours ce type d'approche qu'on voit que c'est la plupart des personnes qui ont qui étaient infectés sont des personnes pas vaccinées à ce moment. Il faut dire aussi que dans notre région, malgré que nous avons depuis cette semaine, on a ajouté à peu près 50 cas, parce qu'on avait 25, je pense, le fin de semaine, 24 hier et 12 aujourd'hui, donc on a ajouté pas mal plus. Mais je peux vous dire qu'on n'a eu aucun changement, aucune hospitalisation et nous avons aucune autre flambée, aucune flambée. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles. On va continuer à espérer que ça va être comme ça dans l'avenir. Encore ici, on a donné à peu près 295 doses. On est rendu à presque 84 des personnes 12 ans et plus avec première dose et 77 avec deuxième dose. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est un bon trajet qu'on a, mais on devrait aller plus élevé. Je vais vous expliquer tantôt. On va toujours dans les âges en bas de 30 ans qu'on a encore un peu de travail à faire parce qu'on voudrait aller au moins 85 mais on voit une bonne progression au niveau des 12 à 17 ans. On était à peine à 52 il y a à peu près une semaine et demie, donc ça augmente vite, donc ça va très bien. On va continuer avec nos cliniques aux écoles. Toujours, on a une différence entre les femmes et les hommes. Vous voyez ici, surtout aux plus jeunes, on a un changement, une différence importante entre les hommes et les femmes. Encore, ça, c'est pour démontrer le débit avec lequel on donnait des vaccins. Vous voyez, hier, soit le 1er septembre, on a donné 464 doses en total et 245 parmi étaient première dose. Ça, c'était une très bonne nouvelle parce qu'on veut ajouter, on veut ce chiffre ici de presque 84 devrait être au moins 85, au moins minime, mais plus proche à 90 Donc, on fait du bon travail. On voit ici, le trajet est bon. On vaccine à la moyenne 1 à 200, 250 par jour, première dose. Et vous voyez ici, ça, c'est la deuxième dose. On continue avec notre deuxième dose aussi parce qu'à la fin, on voudrait être ici, ce chiffre devrait être plus que 85 des personnes complètement vaccinées. Et approchant plus le 90 à mon avis. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Ça, j'ai partagé ça l'autre jour. J'aimerais juste vous démontrer aujourd'hui. Ça, c'est des cas d'aujourd'hui. J'ai oublié de changer la date, mais ça, c'est les dates, les cas aujourd'hui, 865 cas en Ontario. Vous pouvez voir que la plupart ici n'étaient pas vaccinés. 23 étaient vaccinés complètement et à l'hôpital 15 et aux soins intensifs 12 Donc, on voit que la plupart des personnes avec les cas qui sont hospitalisées et aussi qui sont rendus aux soins intensifs étaient les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc, on a besoin pour nous rendre à 85 on a besoin à peine 2000 autres personnes de se faire vacciner et un autre 10 000 à peu près après ça pour qu'on soit proche de 90 donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est une bonne trajet parce que ce n'est pas beaucoup. On peut le faire et il y a beaucoup des choses qu'on peut faire pour le faire, y inclut les annonces qui étaient faites hier avec le passeport que le ministère a annoncé hier. J'aimerais ça maintenant vous partager un peu au niveau. Hier, on avait des projections qui étaient faites par le tableau de scientifique d'Ontario. Et on a eu pas mal de bonnes statistiques qui démontrent qu'on va assez bien si on compare Ontario avec le restant du monde. On peut voir ici la ligne rouge ici. Ça, c'est le trajet d'Ontario au niveau des cas. Mais vous voyez ici la ligne rouge ici avec celle-là ici. On voit que, vous voyez nettement que ça augmente beaucoup, beaucoup plus au niveau. Et puis ça, c'est le pourcentage. Ça, c'est des cas par million. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est les États-Unis. Ça, ici, vert, c'est l'Angleterre. Ici,
On voit ici Netherlands, et on voit que, parce que là, on commence à avoir un débit de vaccins plus haut dans ce pays, ça diminue, mais quand même, vous voyez, Ontario n'est pas pire ici avec nos cas. Puis je pense que la plupart, c'est deux raisons. Une, c'est parce que nous continuons avec je pense que nous avons le pourcentage des personnes vaccinées, si ce n'est pas numéro 2, c'est le numéro 2 dans le monde. Sûrement beaucoup plus que les États, beaucoup plus que France, parce que les États, je pense, sont à 49% à peine. Nous, je vous ai montré tantôt, on est 77% de doses et 84% première dose. On voit ici les bureaux de santé qui augmentent au niveau des cas quotidiens, incluant la nôtre. On voit que ça augmente, ça ne surprend pas. C'est ça qu'on est en train de voir. Mais ici, on voit, si on compare Ontario au niveau les soins intensifs et les hospitalisations, vous voyez ici, encore, vous voyez la ligne rouge brisée ici, c'est les États-Unis, où on voit que les hôpitaux sont débordés. Il y a des hôpitaux qui n'ont plus d'oxygène. Ils ont même des enfants en soins intensifs de façon importante. Donc, vous voyez la différence ici. Les autres pays aussi, encore la différence. Il y a deux choses qui sont différentes. Une, nous avons un débit de vaccination, un pourcentage des personnes vaccinées très élevé dans notre région comparativement. Et deux, nous avons continué avec les mesures de santé publique. On n'a pas progressé en delà de l'étape 3. On reste dans l'étape 3 avec les restrictions et des masques, distance physique, etc., qui, à mon avis, fait la différence. Et voilà, si on compare les provinces ensemble, vous voyez que on voit en Ontario, on commence à avoir une augmentation des hospitalisations, mais gardez Alberta, gardez Colombie-Britannique ici, ça, c'est les régions où ils n'ont pas respecté, ils ont enlevé les précautions, ils ont enlevé les masques, ils ont enlevé tout ça. Nous, ils avaient continué avec le vaccin, bien sûr, mais la différence, c'est qu'on aurait besoin clairement, et on a dit ça, ça fait plusieurs fois, qu'on n'a pas, jusqu'à temps qu'on atteigne un niveau d'immunité communautaire assez importante, on aurait besoin d'avoir des restrictions, des masques, etc., en place, parce que c'est les deux ensemble qui vont l'aider. Et vous voyez vraiment la différence. Ontario est ici, Colombie-Britannique est ici et Alberta est là. Donc, je pense que c'est des bonnes preuves qu'on a la bonne approche en Ontario. Il faut dire aussi que le Delta, la variante, vraiment est une menace parce qu'on voit qu'au niveau de la façon que ça se fait transmettre, le virus original, une personne pourrait infecter 2 à 3 personnes. Delta, une personne peut vacciner jusqu'à 8 personnes. Donc, c'est beaucoup plus facilement transmis. Et on voit que le taux d'admission à l'hôpital et d'être hospitalisé est beaucoup plus élevé que l'original. Donc, c'est non seulement plus contagieux, mais c'est aussi plus dangereux au niveau de sévérité de maladie que ça donne aux personnes infectées. Ici, on voit que le vaccin est très efficace. En effet, les personnes qui ne sont pas vaccinées ont un risque 6 fois élevé que les personnes vaccinées, un risque 30 fois élevé d'être hospitalisées et 48 fois le risque est plus élevé pour les admissions aux soins intensifs si on compare avec les personnes vaccinées complètement. Et vous voyez la différence ici. Bleu, c'est les personnes vaccinées et ici, orange, c'est les personnes non vaccinées. Vous voyez avec le pourcentage et la différence est plus quand on rentre aux hôpitaux et aux soins intensifs. Donc, autrement dit, les vaccins préviennent de façon importante les complications sévères du COVID. Voilà ici les projections au niveau des cas. En effet, la ligne rouge ici, brune, c'est comme si on arrête à vacciner et si on enlève toutes les restrictions, ceci qui ne va pas arriver, mais ça, c'est le pire qu'on pourrait voir. Ici, ça, c'est la ligne verte. Que je pense qu'on va suivre à peu près là parce que nous, on va continuer avec ceci, on va continuer avec
les précautions de santé publique au niveau de distance physique, masque, etc. Et bien sûr, on va continuer avec nos masques. Mais jusqu'à temps qu'on atteigne une très bonne pourcentage des personnes vaccinées, on aurait besoin de maintenir les restrictions qu'on a actuellement dans l'étape 3. C'est la même chose au niveau des admissions à l'hôpital. Encore, si on lâche tout et puis on ouvre tout ici, on va avoir beaucoup de vaccins. C'est parce que les personnes non vaccinées sont encore assez importantes au niveau des chiffres. Si on continue avec nos vaccins, augmenter le débit qu'on voudrait faire et de maintenir encore certaines restrictions de santé publique, on va sortir avec des cas aux soins intensifs sûrement, mais pas de façon qui vont déborder nos systèmes de santé. Ici, c'est un chiffre important parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant qu'à peu près 67 de tous les Ontariennes sont vaccinées, autrement dit, à peu près 77 des personnes 12 et plus. Mais si on compte ça en Ontario, ça représente 4,5 à 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. La moitié ne sont pas vaccinées parce qu'ils ne peuvent pas, c'est les enfants en bas de 12 ans, mais on a un autre à peu près 2 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées encore parce qu'ils n'ont pas choisi d'être vaccinés. Donc ça, les 2 millions, c'est très important qu'on les a pour que ça soit vacciné, pour qu'on puisse protéger les autres 2 millions à peu près des enfants qui ne sont pas vaccinés. C'est pour ça qu'il faut augmenter le débit. Et on voit aussi qu'avec Delta, ça prend un pourcentage important d'être vacciné plus que 80 %. Il faut que ça soit 85 et plus, à mon avis, plus proche à 90 %. Donc, si on voit ici comme la conclusion, en effet, on voit que la plupart des gens qui vont subir des complications sévères sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ça, c'est sûr et certain, on le voit. Et si on reste avec le pourcentage de personnes non vaccinées actuellement qu'on voit, on prévoit qu'on pourrait avoir beaucoup des cas au mois de septembre, une fois on rentre aux écoles, au collège, etc., on rentre à l'intérieur, tout ça. Donc, ça, c'est très important pour nous de diminuer le pourcentage de personnes qui ne sont pas vaccinées, en effet, d'augmenter le débit de vaccination et aussi pour éviter, à cause du Delta, et aussi pour éviter qu'on referme l'économie dans les prochains mois, on doit accélérer nos vaccins pour aller en-delà de 85 % au niveau de personnes éligibles et de maintenir 70 % des restrictions. Autrement dit, à peu près étape 2, étape 3, donc ce qui veut dire d'éviter les grosses réunions à l'intérieur, distance physique, pas beaucoup de personnes ensemble, etc. Continuer avec les masques et travailler à la maison si on peut, et aussi d'avoir des approches pour accélérer la vaccination. Autrement dit, pour nous, ça fait les certificats, les mandats et aussi l'approche qu'on a actuellement avec les cliniques mobiles, les cliniques de sans rendez-vous, etc., qu'on puisse aller chercher le restant de la population qu'on veut que ça soit vacciné afin de protéger les personnes qui ne pourraient pas être vaccinées. Et en effet, c'est plutôt les enfants en bas de 12 ans. Donc, on a déjà fait toutes les manœuvres. Là, nos cliniques de maximisation sont arrêtées, mais on continue avec nos cliniques de sans rendez-vous, etc. Mais comme vous voyez aussi, ça prend des mandats. Nous avons demandé à la minime d'avoir une certification officielle qu'on pourrait utiliser parce que déjà, même sans l'annonce qui était faite hier par le gouvernement, on a beaucoup des agences, des hôpitaux, etc., qui exigent une preuve de vaccination avant de rentrer. Et ça sera très important d'avoir un certificat parce que ceux-là qu'on télécharge, en effet, ce n'est pas vraiment facile à lire, etc. On pourrait l'ajuster, etc. C'est pour ça que maintenant,
l'annonce qui était. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé d'avoir un système comme à Québec avec un système de QR on va le scanner et puis on voit tout de suite si vous êtes vacciné ou pas. Donc, ça, c'est une chose qu'on a demandé. Et aussi, nous avons aussi demandé d'avoir une approche où on pourrait mandater pour certains services non essentiels qui sont en haut risque, comme les restaurants, les bars, les gymnases, les concerts où on a beaucoup de personnes, parce que ça, c'est les places à risque, surtout au niveau des restaurants et des gymnases. On enlève les masques. Donc, dans ces sens-là, on a dit, oui, ça, c'est la bonne idée de faire comme ils font au Québec, ils font à Colombie-Britannique, de vraiment faire un mandat de dire qu'on est obligé d'avoir une preuve de vaccination, de vaccins, bien sûr, 14 jours après, pour rentrer à ces places. Et donc, ça, c'est annoncé hier. Donc, initialement, ça va commencer le 22 septembre, mais il n'y a pas encore eu le temps de faire une application digitale. Donc, on va télécharger, on va imprimer ou télécharger le PDF et on va le montrer avec une preuve d'identification, soit un permis de conduire ou OHIP, le carte OHIP d'assurance. Donc, ça c'est une bonne part, à mon avis, ça va commencer. Et le 22 octobre, on va avoir l'application qui va être scannée, qui va être beaucoup plus facile à utiliser. Donc, moi, je suis contente que ça soit fait parce que je pense que il y a quelques bienfaits de ça. Un, c'est que ça va déclencher ou ça va provoquer ou ça va faire changer les idées, si vous voulez, des personnes qui sont hésitantes. Et déjà, je peux vous dire qu'avec tout ça en Colombie-Britannique et Québec, on voit un débit important augmenter des personnes qui soient vaccinées. Même nous, on le voit, on l'a vu ce matin à nos cliniques à Winchester. Hier, il y avait une personne qui est rentrée. Ce matin, à 9 h, il y avait 14 personnes. Donc, ça va augmenter le débit de vaccins. Et aussi, à mon avis, c'est un outil de santé publique importante parce que c'est logique que si on met des personnes qui sont toutes vaccinées dans une salle ou dans une place, à ce moment-là, le risque va être beaucoup moins qu'on va avoir du COVID. Mais si vous mélangez tout le monde sans avoir des personnes non vaccinées, surtout avec la Delta qui se propage facilement, vous pouvez voir la différence. Donc, c'est un outil de santé publique et ainsi un outil qui va prévenir, à mon avis, d'avoir une surcharge à l'hôpital, une surcharge des cas qui va nous obliger de fermer. Donc, on ne va pas refermer l'économie, on va continuer comme ça. Donc, ça, c'est une chose temporaire jusqu'à temps qu'on atteigne, à mon avis, le 90 %. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait relaxer, réévaluer. On a eu quelques questions. Quand j'ai vu ça hier, bien sûr, c'était les restaurants, les bars, les casinos, les concerts, etc. Il y avait aussi les sports récréatifs, les sports professionnels, etc. Mais sauf, ils ont dit, on exclut les sports récréatifs des jeunes. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on exclut les enfants? Je ne sais pas. Ça, c'est une chose à faire, à voir. Bien sûr, il faut dire aussi que l'exclusion sont juste médicales. L'exclusion sont des enfants en bas de 12 ans et on ne peut pas rentrer avec un test négatif. Il faut être vacciné 2 fois complètement. Donc, ça, c'est une autre chose, sauf pour un mois à peu près, pour le funérail et des noces, on pourrait utiliser, si on n'est pas vacciné, un test de dépistage avant de rentrer. Mais ça, c'est juste pour un mois à ce moment-là. Donc, je pense que... Et puis l'autre question qu'on a aussi, c'est qu'on a reçu pas mal beaucoup, c'est une des raisons pour laquelle je voudrais faire une conférence de presse aujourd'hui, c'est qu'on aurait de questions. OK, dans les restaurants, dans les places où on a listé, est-ce que le personnel qui travaille là sont obligés d'être vaccinés? La réponse est non. La loi touche seulement aux clients qui rentrent.
Donc, on est en train d'en discuter avec le gouvernement, avec mes confrères et consoeurs à travers l'Ontario, aux autres bureaux de santé et aussi avec nos chambres de commerce pour voir, est-ce que moi, je le recommande fortement parce que même à ça, si ils ont un serveur ou quelqu'un n'est pas vacciné, le port de masque est obligatoire. Donc, mais quand même, je pense qu'à mon avis, je le recommande fortement, surtout aux places qui sont sur la liste et avec les personnes qui voient la public, qui traitent la public. Donc, ça, c'est une chose à suivre. On a eu beaucoup de questions. J'ai dit, écoutez, on va l'étudier. Ça vient de sortir hier, donc on va avoir une meilleure idée la semaine prochaine. Je vais rencontrer tous les présidents de nos chambres de commerce locales pour en discuter aussi, parce que je sais que c'était demandé par les chambres de commerce, c'est demandé par les économistes que c'est une façon de préserver l'économie. Donc, à ce moment-là, on va continuer avec nos recherches, mais je voudrais vraiment donner ces informations aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de questions, mais je peux dire aussi que je suis bien contente que dans notre région, malgré qu'on a des cas, oui, je ne suis pas contente de ça, mais on approche le 85 et puis moi, je pense qu'on pourrait y aller à 90 qui va être une chose très bonne. Et comme je vous dis, ça, ce serait important de faire ça jusqu'à temps qu'on atteigne le 90 et bien après ça, on va réévaluer et voir si on a besoin peut-être de garder les restrictions ou de ne pas garder. L'autre chose aussi qu'on voit d'ici, je pense, fin d'année, on va avoir aussi la capacité de vacciner les jeunes enfants. Donc, ça va nous aider aussi pour quand on rentre plus à la normalité. That's it, Jenna. I've got 10 minutes for questions, but I just wanted to give that. I know it's a long summary, but it was worthwhile because we've had a lot of questions. J'ai eu beaucoup de questions. Je sais que c'était long, mais j'ai 10 minutes pour répondre parce que j'ai une réunion à 4 heures. Thank you, Dr. Paul. Merci. Philip Blanchard, Morrisburg Leader, please go ahead. Hi, Dr. Paul. Yesterday in the briefing with the ministry, it said that youth recreation was not included in the passport system. You touched on that a little bit, but also other mixed places where adults and children could be in a public space, enclosed like shopping malls and non-essential retail. They're not part of the passport system. Do you think that these should have been added at the time? Very hard to do a blanket. We're trying to look at the risks. We're trying to look at it everywhere else. I just think it's more looking at like retail. It's hard because sometimes it might be essential services. So I think that they had to balance it. They had to stop somewhere, Philip. So I think that parents need to be careful, to be aware. The more people that are vaccinated around these kids, the better it is for the kids. Obviously, there's masking and so on. But again, if a person is not sure, they shouldn't bring their kids to those areas. Right. And secondly, the new cases there, partially are unvaccinated or make up most of them. How many of those, again, are under 12? I would say about 2/3 of them. Oh, really? No, under 12, sorry. 2/3 are under 18. I would say about half of that. So about 20%, something like that. Okay, thank you. Okay. Prochaine question, Samuel Blais-Gauthier, Radio-Canada. C'est à vous. Bonjour, docteur Roumeliotis. Bonjour. Hier, on parle de 24 cas. Nous, quand on a vu ça, on s'est demandé si c'était une erreur, là, parce que, bon, ça représentait beaucoup de cas. J'ai demandé ça aussi. Bon. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, ça, cette hausse-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète particulièrement? Oui. Est-ce qu'on est comme parti dans une tendance ou dans une mauvaise direction? J'espère que non. Parce que j'ai vu les cas et j'ai vu que c'était plutôt les personnes qui étaient en contact direct, c'était les personnes de la même domicile, par exemple. Donc, on a eu une cause, on a eu une source d'infection qu'on pourrait isoler. Si on l'isole et si on va le limiter, ça sera une bonne chose. On a fait ça, on a eu 2-3 situation comme ça, il y a quelques semaines, on a été capable de vraiment limiter la transmission.
Donc, j'espère qu'on pourrait faire la même chose, mais comme j'ai été surpris aussi, mais je veux toujours voir c'est où qui était en contact. La plupart étaient en contact avec un membre de famille qui demeurait avec. On avait comme un domicile avec 5 personnes, 6 personnes. Donc, c'est pour ça que ça rajoute. Et puis, il y avait quelques-unes qui ont retourné étaient en voyage à l'extérieur du Canada et ils ont infecté toute la famille. Donc ça ne me soulage pas, mais au moins, c'est différent de dire, oh, je ne sais pas où ils ont attrapé. On a 24 cas non reliés. Ça, c'est plus. Au niveau de plan épidémiologique, ça, c'est pire. J'aimerais pas avoir des cas, mais c'est une chose à suivre. L'autre chose que je suis soulagé, excusez-moi, c'est que malgré qu'on a une hausse comme ça, on voit que c'est des cas légers, puis on a seulement une patiente hospitalisée. Ça fait c'est le même qui est hospitalisé dans quelques semaines. Donc, les autres choses qu'on suive au niveau de l'hospitalisation, au niveau des flambées, restent toujours stables. Excellent, merci. Those are all the questions in the chat box at this time. Do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Seems as though those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you, Jenna. Merci tout le monde.